Début demain d'Octobre Rose, ce mois dédié à la prévention du cancer du sein. On va en parler avec nos invités. J'accueille Barbara Pistilli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue à l'hôpital Gustave Roussy qui se trouve à Villejuif en région parisienne. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'accueille également Sophie Hoffman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice d'un podcast My Boob Story, journal optimiste de votre cancer du sein. On va évidemment y revenir. Vous êtes journaliste également et on est heureux de vous avoir ce soir sur le plateau de France Info. Un mot d'abord sur ces quelques chiffres avant le début de ce mois d'Octobre Rose. Plus de 60 000 cas de cancer du sein estimés en France en 2023. C'est un chiffre qui est en hausse depuis plusieurs années. Comment on l'explique ? C'est une très bonne question. Comment on l'explique? D'abord, il faut faire en considération que le taux d'augmentation est en train de se réduire. C'est-à-dire qu'environ actuellement, le taux d'augmentation du cancer du sein dans les femmes post-ménopausées est autour de 0,8%, qui est assez plus bas par rapport à il y a une vingtaine d'années. Ce taux d'augmentation est un petit peu plus élevé, et il est autour de 2% chez les femmes préménopausées, chez les femmes qui sont plus jeunes. La question est pourquoi. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient être impliqués, facteurs qui sont liés à la sédentarité, à l'augmentation du poids, donc le surpoids, l'obésité, la consommation du tabac, la consommation d'alcool. Donc il y a des facteurs qui sont modifiables et sur lesquels on peut bien agir à travers un style de vie un petit peu différent qui pourrait avoir un impact positif. Sophie Hoffman, vous aviez 34 ans lorsqu'on vous a diagnostiqué ce cancer du sein en 2020. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord tout simplement à ce moment-là ? De l'étonnement, même si moi en fait j'ai une mutation sur le gène BRCA1, donc ce gène hommes et femmes on le porte et chez certaines personnes il est muté, donc comme abîmé, donc ce qui va favoriser le développement d'un cancer du sein ou des ovaires. Donc j'étais suivie de très près par l'Institut Curie, par IRM, mammographie et échographie tous les ans. Et c'est ça qui m'a sauvée. Mais c'est vrai que quand ça nous tombe dessus, on se dit, on est toujours étonné, je pense. On est toujours, il y a un choc. On ne peut pas aller au-delà de ce choc. Alors, je l'ai dit, vous avez créé un podcast dans lequel vous racontez ce combat contre le cancer. L'une de nos équipes vous a suivi à ce moment-là. On va regarder ce reportage et on en parle évidemment juste après. My Boob Story, le journal optimiste de mon cancer du sein. Et mon idée, c'est de vous faire écouter mon parcours, de vous raconter comment ça se passe, de vous embarquer avec moi. En voiture, dans la rue ou chez elle, Sophie Hoffman a tenu un journal intime audio pour raconter son combat contre le cancer du sein. En un an, elle a enregistré 200 épisodes. Au début, quand j'ai eu plein d'informations sur les traitements, la préservation de la fertilité, tout ça, en fait, j'ai pris comme des post-it vocaux sur mon téléphone. Et après, Damien, il m'a dit, mais pourquoi tu n'enregistres pas en fait tout le long de ton parcours? C'était vraiment l'idée de mettre en scène réellement comment ça se passe, quoi. Ça, c'était mon idée par contre. Oui. Merci. Et ça, c'est mon plan. Damien, le conjoint de Sophie, a mis en image le podcast. Celui-là aussi. Il a lui-même connu la maladie. À l'âge de 20 ans, il s'est remis d'un cancer avec pour seul échappatoire sa passion pour le cinéma. Oui. Plus tu vas te focaliser sur une passion, plus la maladie, elle va être à la traîne en fait. Elle va être obligée de suivre ton rythme à toi. Et ça va être difficile. Il y a des moments difficiles, il y a des moments où on est HS. Mais si on est focus sur autre chose, la maladie, au bout d'un moment, avec le traitement, elle... Alors pourquoi ce podcast ? Parce qu'il faut absolument communiquer sur cette maladie. Ouais, je pense qu'il faut documenter le cancer du sein. Il y a beaucoup de clichés, même le cancer en général. On a l'image des femmes qui sont au fond de leur lit, qui n'ont pas d'énergie. Alors c'est sûr que voilà, ça bouleverse. Le corps doit prendre sur lui. Les traitements, ils sont lourds, donc il faut encaisser. Mais on peut continuer à être active. Enfin, moi, j'ai suivi ma formation de journaliste en parallèle. J'étais en chimio en même temps. Je pense qu'il faut un peu casser ces fausses idées. Oui, c'est difficile, c'est sûr, mais c'est pas pour ça que notre vie s'arrête, en fait. Alors, on rappelle qu'une détection précoce augmente largement, évidemment, les chances de guérison.
quels signes doivent alerter les femmes? Les signes principaux, c'est la palpation des masses au niveau du sang, l'altération du volume du sang, l'apparition d'une inflammation, par exemple, diffuse du sang avec une rougeur ou quelquefois même une douleur inattendue, persistante. Ça doit alerter la femme, ça doit amener à consulter auprès de son médecin généraliste ou de son gynécologue et faire de suite tous les examens nécessaires qui sont assez simples, mammographie, échographie, quelquefois IRM mammaire comme dans le cas de Sophie, et qui peut vraiment amener à un diagnostic précoce. Aujourd'hui, nous pouvons guérir 9 femmes sur 10 avec un cancer du sang. Et donc, je pense que cette partie de dépistage précoce est vraiment fondamentale. Alors, aujourd'hui, en France, un dépistage est proposé gratuitement tous les 2 ans à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. C'est la règle en France. Mais il y a cette réalité que le cancer du sein a tendance à augmenter chez les plus jeunes. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut abaisser l'âge de ce dépistage? Oui, il y a de plus en plus des études cliniques qui sont en cours, qui sont en train d'évaluer si on doit commencer le dépistage plus précocement. Mais surtout, il y a une autre question qui est fondamentale. Est-ce que le dépistage doit être égal pour tout le monde? Est-ce que tout le monde doit avoir une mammographie tous les 2 ans? Ça veut dire qu'il faut mieux comprendre qui sont les femmes qui sont plus à risque de développer un cancer. Un dépistage personnalisé, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a des études, même une grosse étude qui était introduite en France et qui après a investi, a été élargie à des autres pays et qui s'appelle MyPEBS, qui est une étude qui a été focalisée sur cette question. Trouver les dépistages les plus personnalisés, les plus adaptés pour chaque patiente. Est-ce que vous vous êtes senti bien accompagné par le système de santé français? Oui, après j'ai eu la chance d'être dans un centre de soins exemplaire, l'Institut Curie, Gustave Roussy. Bon, voilà, il y a rien à redire. Il y a d'autres personnes qui sont plus éloignées de ces structures-là de soins. Donc ça peut être plus difficile pour avoir des rendez-vous aussi. Je pense qu'il faut accélérer aussi cet accès-là. Et il faut surtout faire le dépistage, absolument. Enfin, les femmes se font moins dépister parce qu'elles ont peur d'avoir mal aussi. Mais une mammographie, c'est pas douloureux. Et j'aimerais bien passer ce message parce que c'est ça qui sauve, en fait, vraiment, quoi. Totalement. Justement, peut-être sur cette nécessité de faire cette mammographie sans risque et sans douleur, c'est ça? Oui, c'est sans risque, sans douleur. Il y a même des mammographies dans lesquelles la patiente peut régler la pression de la machine par elle-même. Donc, il y a vraiment une évolution aussi dans les technologies du dépistage. Il faut juste y croire et commencer à les faire. Alors, dans votre podcast, vous racontez tout, hein, et notamment ces fameuses séances de chimiothérapie. Quel souvenir vous gardez de cette période? Qu'est-ce qui a été le plus dur, j'ai envie de dire, dans votre vie personnelle et professionnelle? Alors, le plus dur, je pense que c'est un petit panel de petites choses difficiles. Enfin, l'annonce est très difficile. L'attente des résultats de la biopsie, c'est difficile. Quand on nous annonce qu'il va y avoir de la chimio, une mastectomie dans mon cas, donc on retire toute la glande mammaire, il y a plein de choses en même temps. Les traitements, bon, ils sont lourds. Après... ça peut aussi bien se passer. Enfin, c'est ce que j'aime aussi dire. Et vous dites aussi, Ouais. le cancer m'a rendue plus forte. Oui, parce que c'est vrai qu'on se dit, j'ai été capable de surmonter ça. J'ai pu faire aboutir certains projets. Justement, au niveau professionnel, c'est assez marrant parce que cet événement a fait que je me suis épanouie dans quelque chose que j'adore faire et que peut-être je sais un peu bien faire, le podcast. Ça m'a permis aussi de suivre une formation de journalisme. Enfin, je voulais déjà la faire avant, mais c'est vrai que j'ai pu faire ça. Donc, je suis aussi là pour dire, vous pouvez continuer vos projets. Oui, c'est difficile, on est fatigué physiquement. Enfin, encore une fois, il faut encaisser. Mais on peut faire des choses et c'est pas... on a cette idée que cancer égale mort. Non, le cancer, ça se traite et il faut que ce soit pris au plus tôt pour que ça se traite au mieux, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'on est capable d'établir précisément quelles sont les causes d'un cancer du sein? Le cancer du sein est une maladie multifactorielle dans la majorité des patients, dans la majorité des cas.
c'est les cancers les plus fréquents de la femme. Donc, vous comprenez, il y a plusieurs facteurs, comme je disais tout à l'heure, modifiables, les styles de vie. Mais il y a aussi des facteurs qui ne sont pas modifiables, qui sont l'héréditarité. Donc, la présence de certains gènes qui pourraient amener à développer un cancer du sang précocement, comme dans ces cas. Et donc, dans ce cas-là, il y a une sorte, pardon pour le mot, de fatalité. Il y a une sorte de fatalité, mais le fait de connaître, d'être porteuse de cette mutation, ça permet d'avoir un dépistage adapté, assez plus intensif, avec une IRM mammaire à la place de la mammographie, qui permet de faire encore une fois un dépistage et une découverte précoce et qui a démontré d'impacter sur la survie globale de ces femmes. Alors, sur les causes qu'on évoque à l'instant, vous l'avez dit, la sédentarité, l'obésité, le tabagisme ou encore la consommation d'alcool, toutes ces causes, on les connaît. Et on parle de causes évitables. Ça veut dire que, bon, il faut inciter les femmes à éviter d'avoir ce genre de pratiques. Oui. Il faut chercher vraiment des... Ou en tout cas d'être raisonnable. Oui, d'être raisonnable, oui, d'être raisonnable et de comprendre qu'ils sont des facteurs de risque, pas uniquement pour les cancers du sang, pour les autres types de cancers, pour les maladies cardiovasculaires. Et donc, avoir un style de vie correct peut avoir un impact favorable sur plusieurs pathologies qu'on peut développer dans un âge plus avancé. Vous avez modifié votre style de vie ? Non, pas tellement. Il faudrait que je me mette plus au sport parce que ça réduit les risques de récidive. Mais après, c'est vrai il faut pas non plus être dans la culpabilisation des femmes parce que bon, éviter ces facteurs de risque, ça va malheureusement, ça ne fait pas que éviter un cancer, mais c'est vrai que ça aide. Et ça aide même, moi je fume pas, je bois pas, je pense que ça m'a aidé en fait à mieux vivre mes traitements, à être plus active et du coup à ce que ce soit un petit peu moins difficile et peut-être à me remettre mieux. Vous évoquez ce risque de récidive, c'est un risque qui plane dans votre vie, avec lequel vous apprenez à vivre. Comment vous l'appréhendez ? Ouais, c'est le risque de récidive pour quelqu'un qui a eu un cancer. Enfin, cette peur, en tout cas, elle est très présente. Ça va être... je sais pas, on a un petit bobo, un truc, on se dit ouh là là, qu'est-ce que c'est ? Il faut vite que j'aille consulter. Enfin, on part vite. En fait, il y a un traumatisme, donc c'est difficile. Mais après, voilà, on est de toute façon très encadré. Donc sur ce risque de récidive, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? On parvient tout de même à le faire diminuer, mais il existe ? Les risques de récidive existent et la proportion est différente en fonction des différents sous-types de cancer du sang. Et donc de la biologie de la tumeur, parce qu'il existe différents types de cancer du sang, et est différent en fonction aussi du stade initial de la tumeur, de l'étendue initiale de la tumeur. Les plus la tumeur a été étendue initialement, et les plus les risques de récidive, ça va être important. Mais il y a de l'autre côté un aspect positif, que nous avons de plus en plus de thérapies efficaces, même pour les patients qui ont une récidive métastatique de leur cancer, qui sont les thérapies ciblées, sont les immunothérapies, sont les anticorps conjugués avec la chimiothérapie. On peut dire que pendant les dernières 2-5 ans, il y a eu une vraie révolution dans les scénarios thérapeutiques du cancer du sang, même métastatique. Octobre Rose, ça commence demain. C'est un événement, c'est un mois important pour vous ? Oui, parce qu'il faut sensibiliser, en fait. Il faut que les femmes connaissent comment dire, ces façons de se faire dépister. On veut pas voir le cancer, enfin vraiment, c'est une réalité. Donc là, en un mois, on a un petit peu, c'est plus difficile de pas voir qu'il y a Octobre Rose, cancer du sein, et il faut vraiment que les femmes aillent se faire dépister. Encore une fois, il y a une baisse du dépistage de la part des femmes, et ça, je veux dire, en France, c'est quand même pris en charge. Même quand voilà, il y a un cancer qui arrive, c'est pris en charge aussi. Je dis pas que c'est facile, loin de là, mais il faut le prendre au plus tôt. Donc, si Octobre Rose peut permettre ce genre de choses, oui, à fond. Quel est votre regard de professionnel de santé sur Octobre Rose ? Octobre Rose, je pense que c'est un mois important. Peut-être doit durer toute l'année. Oui, voilà, on est d'accord. Donc, on a besoin d'une année rose dans laquelle tout le monde doit être sensibilisé au fait qu'on peut faire un dépistage précoce qui impacte énormément sur la survie globale et qui peut éviter certains traitements qui sont assez plus durs. Le message est passé. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre témoignage ce soir dans le 19-20 Info de France Info.